Bonjour, je vous refais une vidéo par rapport à la réunion de ce matin sur le chômage partiel. Il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à ce qui avait été annoncé en CE la semaine dernière. La direction est revenue sur plusieurs choses qu'elle avait dit et qu'elle avait annoncé mettre en place. Donc nous, on a abordé cette négociation plutôt sereinement, comme on vous l'avait dit. On pensait que ça se passerait plutôt bien. Finalement, ça s'est pas passé si bien qu'on l'espérait. Il y a encore pas mal de choses à améliorer et à voir. Bon, c'est la première négociation. Il y en a une deuxième lundi à 15 heures, donc on verra ce qu'on peut faire bouger. En tout cas, on est là pour faire bouger les lignes, hein, et on va veiller à le faire. Donc déjà, en premier changement important, les ingénieurs et cadres seront impactés par le chômage partiel. Ils auront du chômage comme les autres services, comme les autres statuts, les non-cadres. Et de manière un peu comme dans l'usine, répartis de manière plutôt inégale en fonction des personnes qui vont continuer à travailler parce qu'ils sont sur des projets ou parce qu'ils sont sur l'atelier Afnium ou ce genre de choses, et d'autres qui seront à 50%, comme c'est le cas un peu pour les autres services où on est plus ou moins impacté en fonction de l'activité du secteur ou de l'atelier. La deuxième chose, c'est la période du 17 février au 31 mars. Donc on vous avait annoncé qu'il faudrait absolument poser 5 RTT sur cette période, c'est ce que la direction voulait imposer. Donc là, la direction ne fait plus rien sur cette période. Donc sur la période du 17 février au 31 mars, il n'y a absolument plus aucun impact, donc vous n'êtes pas obligé de poser 5 RTT, et il n'y a pas non plus de neutralisation des règles pour l'acquisition des RTB, donc si vous aviez prévu d'en poser 5, il vaut mieux les enlever et remettre des CP à la place parce que sinon vous risquez de déroger à la règle d'acquisition des RTB pour l'année d'après. Donc cette période-là, elle est redevenue tout à fait normale. Je pense que la direction a dû s'apercevoir que finalement, il y avait plus de boulot que ce qu'elle s'imaginait sur cette période-là, et donc elle ne nous impose pas de congé sur cette période. Sur la période du 1er avril au 31 mai, par contre, il faudra impérativement poser 5 CP sur des jours qui auraient dû être chômés normalement. Donc c'est 5 CP imposés sur des jours normalement chômés. Bon, d'un point de vue pause de congé, pour un certain nombre de personnes, ça ne changera pas forcément grand-chose, puisque les congés, on est déjà obligé de les poser avant le 31 mai chaque année. C'est la règle habituelle et normale. Par contre, on a des personnes qui n'ont pas 5 CP, qui ont déjà tout consommé, donc, ou en tout cas qui n'en ont pas tout à fait 5, ou moins de 5. Il y a 70 personnes qui sont concernées, donc qui n'ont pas ces 5 CP à poser. Et la direction, pour le moment, veut quand même leur imposer de poser 5 jours. Donc en leur disant, bah, soit vous prenez des RTT, des CP de l'année prochaine, ou vous allez taper dans votre CET, votre CCFC, CCFT. Donc ça, nous, on a déjà dit que c'était inacceptable, hein. On n'impose pas des congés à quelqu'un qu'on n'a pas. Qu'une personne à qui il reste des congés doive les poser avant le 31 mai, bah ça c'est la règle normale habituelle, donc il n'y a pas de problème. Mais aller prendre des congés sur d'autres compteurs à quelqu'un qui a plus de congés payés, c'est pas acceptable pour nous. Donc ça c'est la première chose pour cette période. La deuxième chose, c'est la valeur, donc à combien ils nous indemnisent le chômage partiel. Donc comme on l'avait dit dernièrement, une chose qui était importante, c'est pas seulement le pourcentage du net, mais c'est aussi la base de calcul. Donc là, on a eu les deux, hein. Le pourcentage du net nous a été annoncé à 82,7%. Donc pourquoi 82,7%? Parce qu'en fait, la direction fait son calcul sur le brut. Le brut légal, il est à 60% au minimum. Et là, la direction propose de le monter à 70%, et ça fait 82,7% du net. Donc c'est insuffisant, hein, c'est insuffisant pour nous. On ne demande plus le 100%, c'était une demande d'affichage de début de négo, mais on savait très bien qu'on n'aurait pas les 100%. Je pense que personne n'est dupe dans l'usine, et tout le monde sait bien que les 100%, c'est absurde, on ne pourra pas les obtenir. Donc là, pour le moment, nous, on a fait une contre-proposition à 80% du brut, qui correspondrait à 93% du net. Donc on va voir si les lignes bougent à la prochaine réunion là-dessus. Donc ça, c'est pour le pourcentage. Et pour la base de calcul, là, on était inquiet parce que 93% de quoi? Qu'est-ce qu'on demande en fait? 93% du taux horaire, c'est pas la même chose que 93% des éléments de rémunération du mois précédent, et comme c'est pas la même chose que sur la période de référence de 12 mois des congés. Donc sur cette base de calcul, c'est la bonne. Donc ce qui sera appliqué, c'est une référence sur l'année de référence des 12 mois précédents. C'est le même calcul que pour le maintien des congés payés.
Donc dedans rentre le 13e mois, les différentes primes qu'on a pu toucher en dimanche, en nuit, primes d'astreinte pour ceux qui en ont. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y en a qui rentrent pas, c'est celles qui sont pas réellement du salaire direct, et qui sont plutôt de la prime variable qui dépend d'un certain nombre de critères. Donc ce qui ne va pas rentrer dans le calcul, ça va être les primes de production, les primes d'établissement, qui sont un avantage spécifique, les primes de vacances, et bien évidemment les primes d'intéressement pour ceux qui décident de les percevoir au mois de mai. Donc ça, c'est intéressant parce que sur une journée où il n'y a ni prime de dimanche ni prime de nuit, finalement, bah, la base de calcul est plus élevée que le taux horaire. Donc on va gagner un petit peu sur ces journées-là. Par contre, on perdra un petit peu quand on aura des jours chômés sur un dimanche ou sur un férié, mais finalement, ça s'équilibre. Sur une base 100, ça s'équilibre plus ou moins. Allez, bien évidemment, faudra éviter qu'on ait des salariés qui chôment un nombre important de jours fériés, par exemple, ou un nombre important de dimanches sur le même mois. Là, il faudra répartir de manière équitable et de manière réfléchie pour pas aller volontairement impacter plus négativement un salarié qu'un autre. Donc ça, c'est une autre question. Et notamment, bah, il y a un J8 qui est chômé forcé, qui est un jour férié. Donc là, il va falloir qu'on discute d'une compensation sur celui-là. Voilà, donc on va essayer d'obtenir plus, d'obtenir plus. Nous, là, on est sur une revendication à 93% du net. Sur cette base de calcul du maintien de CP qui nous convient en termes de base de calcul. Et donc, une fois qu'on en est là, on a bien avancé, mais on a surtout oublié des choses. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, c'est là-dessus qu'il faut être très attentif, parce qu'en fait, on peut avoir une compensation du chômage partiel qui est plus ou moins correcte, mais il faut penser à tout ce qui va impacter, tout ce qui va être impacté par le chômage partiel par ailleurs. Donc, notamment, il y a la dotation sociale du CE, puisque ce qui n'est pas perçu en masse salariale ne rentre pas dans le calcul de la dotation du social du CE, donc elle pourrait être plus faible en 2026. Donc ça, nous, on a demandé une compensation à 100%. C'est une des conditions de signature, par exemple, d'un accord par FO. Il n'y aura pas de signature s'il n'y a pas de compensation à 100% de la dotation sociale. C'est pas possible. On ne peut pas accepter de perdre sur tout. Il y a également un certain nombre de primes, deux en particulier, qui sont calculées en fonction de la présence et donc qui sont décrémentées si vous avez des jours d'absence dans l'année. Donc notamment la prime d'intéressement et la prime de production. Donc la prime de production, on ne sait pas si on en aura vu qu'on ne produit pas beaucoup pour le moment, mais on pourrait en négocier une pour le premier trimestre, le premier semestre, et si ça repart cet été, on pourrait très bien obtenir celle du second semestre. Et donc, nous, on ne souhaite pas que les gens qui aient plus de chômage partiel que les autres aient moins de primes de production sous prétexte qu'ils ont fait plus d'efforts sur le chômage partiel. C'est pas possible. Donc, nous, c'est quelque chose qu'il faut neutraliser. Il ne faut pas qu'il y ait d'impact du chômage partiel sur la prime de production. Et sur l'intéressement, si vous avez une vingtaine de jours d'absence dans l'année, bah, sur un peu plus de 200 jours travaillés dans l'année, ça fait 10% d'absence. Et 10% d'absence sur la moitié de la prime, puisque c'est la moitié de la prime qui est impactée par les absences, ça fait 5% d'intéressement en moins sur l'intéressement 2025. Ce qui serait totalement injuste, puisque l'intéressement est calculé au niveau de la BU Fuel, au niveau de l'ensemble du combustible, et tous les autres salariés du fuel, tous les autres salariés du combustible vont l'avoir complète. Ils vont l'avoir complète et il n'y aura que ceux de Jarry qui auront une perte sur la prime d'intéressement, alors qu'on contribue aussi aux résultats du fuel, y compris avec l'inertie. Ce qu'on a produit l'année dernière, en fin d'année, c'est pas encore sorti de roman, hein. Il y a une continuité de la production, même si on a une période d'arrêt et même si on aura une période impactante plus tard. Donc sur l'intéressement, nous, on ne veut pas perdre non plus. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas accepter et qu'on trouverait tout à fait injuste. Donc voilà où on en est. On s'attendait à mieux, hein. Clairement, on ne va pas dire le contraire, hein. Le chiffre qui tournait quand on discutait avec les gens dans les équipes, c'était plutôt 90%, quoi. Là, la direction arrive avec 82,7%. On ne sait pas à quoi ils jouent. On ne sait pas à quoi ça sert de faire ça. Ça ressemble quand même un peu à de la provocation. Je vois absolument aucun intérêt à dégrader comme ça
l'ambiance à l'usine dans la période. Je pense qu'on a déjà assez d'inquiétudes comme ça pour en plus avoir à s'inquiéter du fait qu'on va perdre beaucoup d'argent sur la période d'avril-mai. Donc il y a la réunion de lundi, il faut absolument que ça avance lundi. On vous tiendra au courant une fois encore ce jour-là. N'hésitez pas une fois encore à venir nous voir, à nous poser des questions, à nous donner des idées, hein, s'il y a des revendications qu'on a oubliées ou autres. Et donc je termine par un point particulier qui ne concerne pas tout le monde, qui concerne que 14 salariés, c'est les bardeurs. Donc on a chiffré une revendication, c'est qu'on demande à ce que la prime fixe de bardage soit de 600 euros au lieu de 380 sur les périodes chômées pour alléger finalement la perte financière sur les foyers des bardeurs, puisque, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, c'est l'effectif pour lequel la perte financière est la plus importante. Voilà, donc on se revoit lundi après la réunion. Bonne soirée.